Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, je représente l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la presse. Donc c'est un régulateur, une autorité indépendante, un régulateur technico-économique des infrastructures numériques. Et donc notre rôle, c'est partout d'accompagner le déploiement des réseaux, pour ce qui est des communications électroniques, des réseaux fixes, fibre notamment, et mobile, et c'est de définir et de faire respecter des règles d'accès à ces réseaux pour permettre une concurrence sur le marché de détail et donc au bénéfice des consommateurs, un accès à des services numériques de qualité. Comment on agit et comment on peut permettre cet accès au réseau par des entreprises qui ensuite seront en concurrence pour offrir des services de détail sur le marché aval, pour les consommateurs. On a une boîte à outils. Cette boîte à outils, c'est un peu les mêmes mots et le même fil que je vais tirer que ceux de mes collègues des autorités de concurrence ou direction à la Commission européenne. Cette boîte à outils, elle est adaptée finalement, elle existe et ensuite on l'adapte à certaines spécificités. Quand on parle d'infrastructure et de réseau, vous l'avez dit, il y a des spécificités qui sont liées à la taille du marché parce qu'il y a des coûts fixes, il y a une masse critique et donc il y a une forme de spécificité liée à la taille des marchés. Il y a des spécificités qui peuvent être d'ordre météorologique ou qui peuvent être d'ordre géographique parce que l'entretien des réseaux, ça a un certain coût et donc il faut pouvoir supporter ce coût, il faut tenir compte de ça lorsqu'on régule et qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait un accès à ces réseaux. Et puis, il y a une des spécificités dans les télécoms aussi, c'est la nécessité d'assurer une continuité numérique avec l'Hexagone, ce qui implique d'avoir une action spécifique sur les câbles sous-marins. Donc, c'est un sujet d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement ? On a cette régulation, ce cadre, cette boîte à outils qui est similaire à celle de l'Hexagone, avec certaines spécificités pour permettre l'émergence d'acteurs locaux. Si je regarde le mobile, je vais vous donner quelques exemples. On attribue des fréquences. La fréquence mobile, c'est des ressources rares, donc elles font l'objet d'une attribution. C'est régulé, mais c'est une attribution pour chaque territoire. On n'attribue pas des fréquences globales sur tout le territoire, les différents territoires d'outre-mer et l'Hexagone. C'est pour chaque territoire. Donc chaque territoire fait l'objet de l'attribution délimitée à ce territoire. Et les processus permettent, encore une fois, de tenir compte des spécificités, par exemple l'émergence d'acteurs locaux, par exemple Outre-mer Télécom. Les obligations qui sont inscrites et attachées à ces autorisations de fréquence, d'utilisation de fréquence, elles sont similaires à celles qui sont imposées aux opérateurs de l'Hexagone. Ça va être des obligations en termes de couverture indoor à l'intérieur des bâtiments, en termes de couverture mobile dans les véhicules, des obligations de couverture de zones prioritaires, etc. C'est le même type d'obligation parce qu'il est question de l'uniformité des services dont bénéficient les citoyens partout sur les territoires. Maintenant, il y a des adaptations aux spécificités, comme je le disais, au relief, puisqu'on parle d'infrastructures, aux grandes distances, à la dispersion de la population. Donc ça peut se traduire par des obligations de pourcentage de couverture de la population qui peuvent être un petit peu différents. Par exemple, en Guyane, puisqu'il y a une grande dispersion, le pourcentage de population couverte, l'obligation elle est un petit peu inférieure à celle des autres territoires. Ça va être aussi des modalités d'attribution pour tenir compte des spécificités qui peuvent être un peu différentes. Dans l'attribution de fréquences, dans les attributions de fréquences, on peut définir un certain nombre d'opérateurs. Donc là, sur les territoires outre-mer, on peut être sur 3 à 5 selon les territoires. Donc on essaye encore une fois de dynamiser la concurrence. Ça peut être 3 à 5 ou c'est un petit peu différent en hexagone. On va tenir compte aussi de la taille du marché. Et là, ça se traduit concrètement par un prix de réserve lors des enchères qui peut être nul. Et puis, on a une adaptation aussi, même dans le temps. Je pense notamment à ce qu'on a fait cette année pour attribuer des fréquences temporaires en réponse à la crise après le cyclone Chido à Mayotte, où il y a eu un processus d'attribution très très rapide pour attribuer temporairement et permettre de répondre à ces difficultés. Tout ça, c'est pour le mobile. Pour le fixe, donc les réseaux cuivre et puis les réseaux de nouvelle génération fibre. Donc nous, on régule les marchés de gros, on ne régule pas le marché de détail, c'est-à-dire les réseaux et donc les conditions d'accès à ces réseaux par des entreprises qui ensuite fournissent des services au consommateur final. Là, le périmètre géographique, on en a parlé lors des interventions des autorités de concurrence. Pour nous, c'est le territoire hexagonal et les DROM et COM. C'est ce périmètre
l'ensemble de notre analyse. Les critères d'analyse concurrentielle, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'on regarde s'il y a des opérateurs qui ont une position dominante et qui détiennent des infrastructures essentielles, du génie civil, des réseaux, des câbles, de telle sorte que cette position leur confère un avantage et peut freiner le développement de la concurrence s'ils ne donnent pas accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires à ces réseaux. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on définit les règles d'accès à ces réseaux, encore une fois, transparentes, non discriminatoires, des règles tarifaires, des conditions tarifaires d'accès très précises. Et ces règles-là, elles s'appliquent partout où il y a un opérateur en position dominante qui détient des infrastructures et il y a une position significative. Maintenant, il peut y avoir une adaptation, il peut y avoir des accompagnements spécifiques, et je pense notamment par exemple à la reconstruction des réseaux après l'ouragan Irma à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, où là on a mis en place une adaptation de ces règles pour tenir compte de la situation spécifique. Donc finalement, encore une fois, une boîte à outils adaptée, mais l'analyse de la situation concurrentielle et des spécificités des réseaux, finalement, elle a toujours la même grille de lecture. L'une des spécificités, je le disais, je me dépêche, c'est les câbles sous-marins. La régulation des câbles sous-marins, donc jusqu'en 2017, l'ARCEP assurait la régulation de l'accès aux capacités des câbles sous-marins qui reliaient les différents territoires. Ça veut dire obligation d'accès aux stations d'atterrissement des câbles et obligation de fourniture de capacités sur les câbles sous-marins. Et puis petit à petit, il y a une levée progressive de cette régulation en amont parce que le code maintenant des communications électroniques prévoit justement une obligation de faire droit pour les détenteurs de câbles et les opérateurs de stations d'atterrissement, faire droit aux demandes raisonnables d'accès. Mais l'ARCEP intervient et peut être saisie d'une demande de règlement de différend si un acteur considère que sa demande d'accès n'a pas été honorée ou que les obligations en la matière n'ont pas été respectées par le gestionnaire des infrastructures d'accueil. À ce jour, donc depuis 2017, nous n'avons été sollicités par aucun opérateur ultramarin pour défaut de respect de ces obligations d'accueil. Mais c'est une possibilité d'action de l'ARCEP. Donc, je le disais, une boîte à outils qui est utilisée à façon par le régulateur, et avec quel résultat, juste quand même, pas que de la régulation, mais on peut quand même regarder un petit peu quelques statistiques. Ça fait partie aussi de notre travail de regarder les conséquences et le fonctionnement du marché. Si je regarde le développement des réseaux fixes, on a un développement dans les territoires ultramarins de certains marchés qui est très avancé, parfois plus qu'en hexagone. Je pense notamment à La Réunion, avec des déploiements de la fibre optique qui sont vraiment soutenus. On a un taux de couverture de la fibre dans tous les territoires qui est de plus de 80%, 81% exactement, contre 93% dans l'hexagone, et une croissance plus prononcée dans les territoires ultramarins. On est à plus 7 points par rapport à l'année dernière, là où ça commence à stagner en hexagone. Évidemment, il y a des disparités entre les territoires. Le taux de couverture à La Réunion, il est supérieur à celui de l'hexagone, il est de 95% pour la fibre, alors qu'à Mayotte, on est à 0% parce que c'est une phase de démarrage. Maintenant, ce que fait l'ARCEP, c'est de vraiment contrôler le respect des obligations par les opérateurs d'infrastructures, des engagements qu'ils ont pris de couvrir le territoire. Et l'année dernière et cette année, on est allé jusqu'à mettre en demeure les opérateurs, je ne vais pas les citer, mais voilà, c'est public, de se conformer à leurs obligations de complétude, et ça peut aller jusqu'à une sanction lorsque l'opérateur a été mis en demeure une première fois et finalement n'a toujours pas répondu à cette mise en demeure, et ça a été le cas d'Orange l'année dernière. On veille donc à ce qu'il y ait de la concurrence sur l'infrastructure. Donc il y a au moins 2 opérateurs d'infrastructure fibre sur tous les territoires. Les territoires bénéficient du plan France très haut débit aussi, et donc c'est comme ça qu'il y a la constitution de réseaux d'initiative publique pour, encore une fois, s'adapter. Alors là, on est à la même infra-territoire, puis c'est comme pour l'Hexagone, il y a des régions, des zones dans les territoires où il est nécessaire de faire appel à ce plan France très haut débit. Et puis, dernière statistique sur le mobile, même chose là, l'attribution des fréquences 4G et les dispositifs que l'on a mis en place permettent de dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 99,9% de la population qui est couverte en réseau 4G, avec au moins un opérateur mobile 4G
sur chaque territoire. Bon, c'est un petit peu moins que sur l'Hexagone. On a en plus des opérateurs MVNO, beaucoup d'opérateurs MVNO, mais il y a au détail 2 à 4 opérateurs présents sur chaque marché en Outre-mer et 77% du parc 4G actif en Outre-mer. Là, on est à 89% sur l'Hexagone. Donc, on a une forte progression. Voilà, donc il y a des modalités d'action globale adaptées à chaque territoire pour que la connectivité puisse se développer partout. Et je pense que les conditions et l'action du régulateur notamment, mais ont permis un développement de la connectivité dans les territoires qui il y a encore des marges de progression, mais comme dans l'Hexagone, il y a aussi des réseaux d'initiatives publiques dans l'Hexagone où on n'atteint pas les seuils de couverture que j'ai cités là pour certains territoires. Il y a encore des choses à faire, bien sûr. On y veille, mais il y a eu de grands progrès en matière de connectivité fixe comme mobile. Voilà.